Bonsoir à tous, alors bienvenue. Donc ce soir, je reçois Sadia pour nous parler des blessures donc émotionnelles ou de l'âme dans notre activité. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi parfois il y avait des personnes qui utilisaient donc la même stratégie à la même fréquence et à la fin qui n'avaient pas le même résultat. Et pourquoi? Parfois, on a l'impression, en fait, que les tâches simples, sont vraiment dures à dépasser, alors que d'autres, on arrive à les faire sans peur et avec aisance. Alors que ça soit conscient ou inconscient, en fait, les blessures laissent une trace dans notre vie. Et comment se reflètent-elles dans notre activité? Donc, c'est ce que nous allons essayer d'identifier ce soir avec Sadia qui a accepté mon invitation. Et voilà, donc Sadia, je vais te donner la parole pour que tu puisses nous en dire plus. Et à la fin, donc, il y aura une question-réponse avec Sadia qui va vous aider à identifier donc votre plus grande blessure. Mais du coup, je la laisse vous expliquer ça. Donc, à toi, Sadia. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Sadia Djebari, je suis psycho-énergéticienne et je travaille avec l'énergie, je travaille avec des outils psychocorporels et mon travail est surtout de plus en plus sur les blessures émotionnelles. Donc, dans les blessures émotionnelles, on entend parler des 5 blessures que tout le monde connaît, de Lise Bourbeau. Mais le premier travail qui a été fait, c'était par William Reich et qui a été repris par John Periakos, c'est un psychiatre américain. Donc, Lise Bourbeau a récupéré et a suivi ce travail, ce qui est très bien, et l'a démocratisé pour le donner accès à tout le monde. Faut savoir quand même que Lise Bourbeau a pris 5 blessures, il en existe réellement 8, mais on ne parle pas des 3 autres. Donc, du coup, pour l'instant, ce soir, je ne parlerai pas des 3 autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà redétailler pour celles qui ne connaissent pas, ce sera une découverte. Pour ceux qui connaissent, ça sera une remise en mémoire. Les 5 blessures et leurs particularités. Alors, nous allons avoir la blessure du rejet, qui est, chaque blessure porte un masque. Un masque, c'est une attitude, c'est réellement qui on est, ce qu'on met devant pour se protéger. Donc, c'est le masque du fuyant. Cette blessure s'active à la naissance, jusqu'à peu près 3 ans, mais c'est la première blessure. Donc, c'est très proche de la naissance et des 1 an. Et elle est souvent activée par le parent du même sexe. Donc, ses particularités, c'est que la personne va souhaiter s'isoler et paradoxalement a peur de la solitude. Donc, va faire des va-et-vient systématiques. Je vais vers les gens, mais non, les gens, ils ne veulent pas de moi ou je ne veux pas d'eux, je retourne dans ma solitude. A peur de parler en public, c'est très, très compliqué. Il y a une grande sous-estime. Alors, la sous-estime, c'est quelque chose où on peut dire que c'est un peu général, mais chez la personne qui porte la blessure de rejet, c'est extrêmement profond. Un fort besoin d'appartenance, et paradoxalement, de la même façon que pour la première, a du mal à s'intégrer complètement à un groupe. Il y a un besoin d'appartenance, mais il n'y a pas possibilité de rester et d'intégrer ce groupe entièrement. Donc, de nouveau, il y a fuite. Donc, c'est souvent aussi des personnes qui vont aller de groupe à groupe, de style en style. On le repère facilement. Il y a une grande dévalorisation, beaucoup d'autosabotage, tout ce qui regroupe sous la sous-estime. Il y a le rejet des autres, mais il y a le rejet de soi-même. Donc, c'est assez compliqué, du coup, de s'aimer. Puisqu'on se rejette soi-même, on va rejeter les autres. Il y a toujours l'effet de miroir. C'est assez important. Ce qui se passe à l'intérieur, on le projette à l'extérieur. Donc, la résolution, ça va être la façon dont la personne va gérer la situation. Ça va être par la fuite. Ensuite, la blessure d'abandon, qui est plutôt du masque du dépendant. Donc, c'est à peu près de 1 an à 4 ans. Moi, je dirais même plus que c'est un peu plus de 2 ans à 4 ans. Elle est activée par le sexe opposé, puisque la première, c'était par le parent du même sexe. Donc, la personne qui porte la blessure d'abandon va avoir un grand besoin d'attention. Donc, va attirer l'attention par différentes façons, par son look, son verbal, accrocher les gens. Enfin, il y a énormément de stratégies. Se sent constamment victime.
Donc, c'est vraiment des personnes qui vont chaque fois solliciter les autres pour trouver des solutions pour eux, puisqu'en plus, ils attirent l'attention. Dramatise du coup constamment, manque d'affirmation dans son langage verbal et non verbal. Donc, on le voit assez physiquement, c'est des personnes qui vont être plutôt tendance un peu en retrait. Vous voyez un petit peu le chat qui n'est pas sûr de connaître la personne et qui a envie d'y aller. A envie d'y aller, mais je ne suis pas sûre. Donc, par contre, il y a une capacité d'adaptation exagérée qui est souvent très utilisée par autrui parce que c'est pratique, mais finalement, on ne se rend pas compte que la personne est en souffrance. Peur de la solitude, mais là, il n'y a aucun rejet. C'est-à-dire qu'une personne qui a blessure d'abandon ne peut pas se retrouver seule, vivre seule, passer des soirées seules, des week-ends seuls, c'est très compliqué. Donc, ça se raccroche à la dépendance affective et la peur du rejet des autres. Donc, automatiquement, ça va tout faire pour plaire, pour être d'accord avec la personne. S'il parle à une personne lambda, va être d'accord avec cette personne, le lendemain va parler du même sujet, une autre personne va lui donner un autre avis, et il va être d'accord avec cette personne. Ce n'est même pas de l'hypocrisie, c'est vraiment la peur d'être rejeté dans ses propres ses opinions. Ensuite, on a la blessure d'humiliation. Donc, la blessure d'humiliation est un petit peu plus particulière parce qu'on porte tous les 4 blessures. Nous avons une principale et une qui se raccroche, donc la secondaire. Mais la blessure d'humiliation, nous ne la portons pas tous. Donc, la blessure d'humiliation, c'est le masque du masochiste. Donc, peut être activé par les 2 parents, les 2 sexes, et c'est à peu près de 2 ans à 3 ans. Donc, elle est activée parce que le bébé, à ce moment-là, est en pleine découverte de son corps. Donc, le parent va avoir tendance à l'humilier sur des actes d'enfant. Exemple, l'enfant va faire caca à côté de sa couche. Le parent va avoir une attitude ou des gestes ou des paroles qui vont humilier l'enfant. Si l'enfant, comme beaucoup d'enfants, a tendance à tout mettre à la bouche, va l'humilier aussi dans ces façons-là. Si l'enfant se touche le sexe, toutes ces choses-là. Si l'enfant est un petit peu rond, ah, les bourrelets, t'as vu les bourrelets que tu as, voilà. Ce genre de phrases peuvent activer la blessure d'humiliation. Donc, ces caractéristiques n'écoutent pas ses besoins, s'épuisent très très vite et toujours débordés pour sauver le monde. Donc, c'est vraiment le syndrome du sauveur et ça lui permet de fuir, en fait, se sauver lui-même. Hein. Peur de la liberté. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre des décisions, à choisir, voilà. On entend régulièrement la phrase de « Non, mais vas-y, prends comme tu veux, je prends comme toi. » Non, mais on va là en vacances, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est beaucoup ces phrases-là. Manque de bienveillance envers lui-même et tendance à la honte, à régulièrement honte de lui. Alors, c'est pas toujours une honte, j'ai honte de moi, c'est parfois de l'auto-humiliation. Va se tourner en dérision systématiquement. Ah, t'as vu les grosses fesses que j'ai. Ah, t'as vu, là, je suis pas... Voilà, va régulièrement se tourner en dérision et se moquer de lui-même. Et dans l'autodiscipline, très fortement, donc c'est une personne qui a du mal à lâcher prise et a peur des autres. Donc sa résolution, sa façon de fuir sa problématique, sa douleur, ça va être du coup par la douleur. Donc ça va être la douleur physique, la douleur psychologique et la douleur émotionnelle. Donc lorsqu'on rencontre une personne qui a tendance à se faire du mal de façon verbale, physique, voire émotionnelle, on peut tout de suite détecter la blessure d'humiliation. Ensuite, nous allons avoir la blessure de trahison. Donc, la blessure de trahison est liée et la secondaire de la blessure d'abandon. Comme la blessure d'injustice est reliée à la blessure de rejet. Le masque de la trahison, c'est le masque du contrôlant qui peut être activé par les 2 sexes et elle s'active entre 2 et 4 ans. Alors là, on donne des fourchettes d'âge, mais ça peut être 6 mois après, 1 an avant. Hein. C'est à peu près. C'est en fait le moment de développement psychologique et motrice de l'enfant. Donc, la trahison, il a du mal à déléguer. Vous allez avoir une personne très rigide, très stricte, qui a du mal, qui veut faire tout toute seule, qui n'accepte pas, qui ne lâche pas prise en pensant que l'autre ne peut pas faire aussi bien. Manipule pour arriver à ses fins. Nous avons beaucoup de manipulateurs dans la blessure trahison.
impose son point de vue et sa vision. Donc, on se rend compte de la rigidité de cette blessure. Hein. Manque de douceur, accorde une grande importance à son apparence. Tout doit être impeccable. Le cheveu ne doit pas sortir, la tenue doit être impeccable, qu'on n'ait rien à lui reprocher là-dessus. A une tendance aux engagements, s'engage facilement et souvent. Du coup, parfois, s'engage même avec beaucoup de personnes sur beaucoup de choses et du coup, ça le met dans des situations inconfortables. Donc, recherche la performance, un contrôle excessif et a peur de l'abandon. Ensuite, la blessure d'injustice. Donc, elle porte le masque du rigide. Alors, la blessure de trahison et la blessure d'injustice, il faut vraiment être pointilleux parce qu'on peut les confondre très, très facilement. Ça veut dire qu'on va avoir des attitudes qui vont se ressembler, mais les raisons sont très différentes. Donc, la blessure d'injustice avec le masque du rigide, excusez-moi, c'est activé par le parent du même sexe et entre 4 et 6 ans. Donc, la justice se coupe de ses ressentis émotionnels et physiques. Ça va être une personne qui vous dira « j'ai pas peur, j'ai pas mal, tout va bien ». Recherche la perfection, n'est jamais satisfait. Toujours à vouloir faire mieux, faire mieux, faire mieux, faire mieux. Donc, il y a un problème de satisfaction du travail effectué. Sera beaucoup dans la rationalité, puisque la logique et la rationalité rassurent. Oublie par rigidité d'être dans la joie. Alors ça, c'est vraiment important. Une personne qui est dans l'incapacité parfois de lâcher prise et de se dire « Ouais, yes, là, ce que j'ai fait ou ce que je viens de vivre, c'est top, je suis trop contente, c'est la joie et tout. » Non, parce que ça va être « Oui, mais non, mais ça, je ne l'ai pas fait comme ça. Oui, mais ça, je peux l'améliorer. » Donc, il se coupe de sa joie. Également dans l'autodiscipline, perfectionniste, rigidité d'esprit. Donc, le problème de non lâcher prise et de ne pas accepter la joie des choses, et tendance à la comparaison, puisque de toute façon, on recherche la perfection. Donc, de toute façon, on va systématiquement aller voir chez les autres ce qu'ils ont fait de mieux pour pouvoir, nous aussi, faire encore mieux. Hein. Et ce n'est pas le côté compétitif, hein, comme la blessure d'avant, c'est vraiment recherche de perfection. Et la peur du rejet, puisque c'est associé, vous voyez, c'est chaque fois associé avec la blessure. Donc, les 3 autres blessures, je ne donnerai que le nom, c'est l'intrusion, l'impuissance et l'insécurité. Ça, c'est 3 blessures qui n'ont pas été développées, mais ce serait intéressant de le faire. Donc, nous avons une spirale de nos blessures, c'est-à-dire que nos blessures, quand elles nous mettent au plus bas et quand elles nous mettent au plus haut. C'est-à-dire que ces blessures-là, une fois qu'elles guérissent, une fois qu'on travaille dans le bon sens, ces blessures vont nous apporter des comportements très bénéfiques. Ce n'est pas de les éradiquer l'important, c'est juste de les transformer en fait en positif. Donc, quand on est dans une spirale descendante de nos blessures, ces blessures nous enferment dans des schémas émotionnels. C'est la première étape. 2, nous reproduisons ces schémas avec les autres malgré nous. Donc, ce qu'on se fait à soi-même, on commence à le faire sur l'extérieur et aux autres. Donc, notre recherche de perfectionnisme, exemple sur la dernière, eh ben, on va regarder le travail des autres et on va être intransigeant et on va toujours leur demander plus. Jamais satisfait de ce qu'ils font. Ensuite, les autres, en 3, les autres agissent avec nous en conséquence. Du coup, bien sûr, on a un retour de médaille et la blessure émotionnelle s'aggrave. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Ok. Donc maintenant, c'est 5 blessures dans notre activité d'auto-entrepreneur, parce qu'on est auto-entrepreneur et on a personne qui nous dit comment faire, quoi faire. On a des objectifs, on doit se poser soi-même ces objectifs. On doit se donner une discipline, une organisation, une structure de travail. Et là, on n'a plus, je vais lundi au boulot à 9 h, je ressors à 17 h. Et on a toutes les responsabilités du travail fait ou non fait. Donc, du coup, ça ressort. Donc, dans la blessure de rejet, vous allez avoir des personnes, des auto-entrepreneurs ou entrepreneuses qui vont avoir des difficultés de se mettre en avant, de se montrer et afficher leur activité. On a peur d'être rejeté par les autres, donc on a peur de s'afficher sur les réseaux sociaux, on a peur de parler de soi, on a peur quand on croise des gens, qu'on parle « tiens, tu fais quoi comme boulot ?» On a du mal à parler juste, sans vendre, mais même parler de notre activité. Ensuite, la peur de se dévoiler et de ne pas aller vers les autres, c'est-à-dire aller vers les clients potentiels. Bonjour, j'offre tel service, je vends tel produit. C'est compliqué pour quelqu'un qui porte cette blessure.
en tout cas où cette blessure est activée, hein. A du mal à créer une communauté. On comprend la succession des choses. Ensuite, de la sous-estime ses compétences et la valeur de son entreprise. Vu que dans la blessure de rejet, on se rejette, on rejette aussi son travail, ses valeurs, et on rejette le fait que notre entreprise est une valeur. Difficulté d'expression et de valeur. Et pour réussir, c'est faire un gros travail sur se redonner de la valeur. C'est une chose importante, on est auto-entrepreneur, c'est redonner de la valeur à ses compétences, aux choses qu'on apporte aux autres, à la valeur de notre et la légitimité de notre activité. Ensuite, sur la blessure d'abandon, excusez-moi, voilà. Une grande mise en avant expressive, regardez-moi, par la peur d'être seul. Donc, à l'inverse, dans la blessure d'abandon, on va avoir des gens qui vont totalement s'afficher et qui vont vraiment y aller à fond, hein, qui vont rechercher justement que tout le monde les regarde, hein. Ça peut être en excès parce que quelque part, à un moment, c'est plus notre produit ou notre service que l'on vend, ça finit par se vendre soi-même, son image pour recevoir ce qui nous manque. Ensuite, recherche des preuves de l'intérêt qu'elle souhaite recevoir en plus, et un grand besoin d'être aimé, reconnu. Donc, quelque part, quand on est auto-entrepreneur, est-ce que c'est son service que l'on vend et son produit, ou est-ce que c'est un besoin de reconnaissance de j'existe, je suis là, c'est moi? La barrière est parfois très, très difficile. Donc, sera en permanence à vouloir savoir si elle suscite beaucoup de likes, si les gens aiment ses publis, car derrière, c'est m'aime-t-il moi? Donc, on en revient toujours aux choses. On recentre sur soi au lieu de rester concentré sur son activité, sur ses produits et sur ses services. Grand besoin de communauté pour sentir un soutien. La blessure d'abandon, on va avoir des gens qui vont avoir des très grosses communautés, qui vont mettre une énergie énorme pour conserver cette communauté. Mais là où ça peut poser problème, c'est quand à un moment, une personne va lâcher, des personnes vont lâcher la communauté, la personne qui a la blessure d'abandon va très mal le vivre. Et elle va peut-être même s'accrocher à des personnes qui ne seront jamais clients. Donc, elle ne ressource pas systématiquement ses clients potentiels. Elle agrandit sa communauté. Donc, pour réussir à dépasser ça, faut réussir à s'aimer soi-même. Donc, c'est un gros travail sur l'estime de soi, se redonner de l'amour, se redonner tout ça. Alors ensuite, la blessure d'humiliation, la particulière. Donc, la blessure d'humiliation, ça va être des plannings super chargés, n'a jamais assez de temps pour soi, très présent pour les autres par contre. Un auto-entrepreneur qui ne travaille plus pour lui, mais qui travaille gratuitement finalement pour les autres constamment, ce n'est pas valorisant pour son entreprise. Donne beaucoup de contenu gratuit, fait du bénévolat et il manque de production pour son activité. Il ne va pas savoir dire non. De toute façon, la blessure d'humiliation, c'est de toute façon, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas bien, mais tiens, je fais ça pour toi, tiens, je te donne ça pour toi. Il va beaucoup s'investir dans ces domaines-là. Donc, se met en non-respect de ses limites. Ça, c'est assez important aussi. Ça va être des personnes qui vont être capables de faire très, très tôt le matin, très, très tard le soir, mais pas spécialement que l'entreprise va être productive, hein, pas spécialement structurer son travail. Ça va être des personnes qui peuvent, du coup, un peu laisser tomber le conjoint, un peu laisser tomber tout le monde, et puis, voilà, se laisser déborder par les choses et être très fatigué. Tomber malade, voire, mais avoir aucune productivité réelle pour son entreprise. L'expression très courante pour la blessure d'humiliation, c'est « trop bonne, trop conne ». Alors ça, si vous l'entendez, qu'une personne, oui, je lui ai rendu service, mais je suis trop bonne, je suis trop conne, voilà. Alors là, on touche la blessure d'humiliation. Parce que finalement, c'est eux qui ont décidé de faire ces gestes-là. Ensuite, la blessure de trahison. Donc, la blessure de trahison, ça va être « je contrôle les stratégies mises en place ». L'autocontrôle très fort, les posts, ma façon de communiquer. Donc, ça amène un grand manque de spontanéité. Tout est très structuré au millimètre. C'est déshorlogé. Ils ne supporteront pas qu'il y ait une virgule qui n'est pas mise à sa place.
Donc, manque de lâcher prise, manque de confiance en la vie et manque de confiance dans son activité. Donc, c'est assez compliqué d'amener une énergie productive et une énergie surtout de foi, en fait, face à son activité, à ce qu'on a décidé de faire et au projet qu'on a monté. Si à côté de ça, on ne peut pas lâcher prise, c'est se dire « Ok, c'est ok, ça va marcher, on y va. » Ça bloque l'énergie quelque part. Alors, passe beaucoup de temps à vérifier chaque chose. Donc, niveau fatigue, à mon avis, ça doit être assez costaud, puisque ça peut faire 2 fois ou 3 fois les mêmes choses. S'il y a le moindre doute, ça remet le pain sur la planche. Donc, pour réussir, en fait, à sortir de la blessure de trahison, ça va être de lâcher prise et de faire confiance. Accepter. Ok, on verra. Et la dernière, c'est la blessure de l'injustice. Donc, ne cherche pas le contrôle, mais la perfection pour tout. C'est vraiment le petit bémol à observer. Se demande qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'air de quelqu'un de parfait. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le contrôle, que tout doit être fait comme sa vision des choses, mais ça va être quelqu'un qui va rechercher la perfection, automatiquement. Recherche chez les autres ce qui marche pour faire toujours mieux. Qu'est-ce qu'a fait le voisin? Pourquoi le voisin il a une pelouse plus verte que la mienne? Qu'est-ce qu'il a mis comme produit dessus? Et combien de fois il l'attend? Et voilà, ça va être. Alors, entre auto-entrepreneurs, ça va être la même chose. On va aller chercher chez les autres ce qu'on pense qui marche le plus, parce qu'on reste sur quelque chose de mécanique, et on va essayer de reproduire. Mais si ça ne fonctionne toujours pas, on va aller voir d'autres et encore d'autres, et on va être constamment dans l'insatisfaction. Donc, se sent insatisfait par son travail, ses connaissances, pense n'être jamais au bout de ce qu'il peut apporter, et la façon de communiquer sur son activité n'est jamais satisfait. C'est des personnes qui vont changer, exemple, via Facebook, va changer de banderole, va changer de photo de profil, va changer de style, voilà. C'est jamais dans la satisfaction de se dire, OK, j'ai trouvé mes couleurs, j'ai trouvé comment je veux communiquer mon entreprise. Ça remet toujours tout en question. Besoin de reconnaissance. Alors, se dit, est-ce que mon contenu va plaire à mon audience? Donc là aussi, il va y avoir une recherche de like, une recherche de savoir est-ce que ça a plu, mais pas pour la même chose. Là, c'est parce qu'il y a un vrai besoin de reconnaissance. Donc, s'il n'y a pas de reconnaissance, c'est qu'on n'est pas encore dans la perfection, on n'a pas atteint l'objectif. Sachant que la perfection, c'est un objectif qui ne peut pas être atteint. Donc, c'est vraiment une course qui ne s'arrête pas. Donc, attends la validation de chaque acte qui amène également un manque de spontanéité, un manque de confiance en soi. Ça va lancer, au hasard, ça va lancer des nouveaux flyers pour l'entreprise. Et avant de les faire imprimer, ça va les montrer à beaucoup de gens. Ça te plaît, toi? Toi, ça te dit quelque chose? Ça te plaît? Ça va? Ça ne change pas la couleur, tout? Ça va être dans ce questionnement-là systématiquement. Va pas pouvoir se dire, OK, moi, ça me plaît, je lance le truc. Voilà. Non, c'est toi, ça te plaît, tu es sûr? Je prends cette couleur. Voilà, c'est assez récurrent sur l'injustice. Donc, pour réussir à dépasser ça, il faut se reconnaître pour s'accepter. Que chacun a ses couleurs, chacun a sa façon d'être, chacun apporte son énergie. Et de toute façon, on est tellement nombreux sur Terre qu'on trouvera toujours des personnes qui rayonnent et qui résonnent sur les mêmes vagues que nous. Il en faut pour tout le monde. Donc voilà. Je vous laisse maintenant si vous avez ou des questions ou même des choses à apporter par rapport à votre propre expérience. Alors moi, j'ai envie de dire, je crois que j'ai passé toutes les blessures. On fait ça au début, on se les identifie toutes. Ouais. Ouais, mais ça doit pas être. Donc du coup, si j'ai bien compris, en fait, elles sont toutes liées les unes entre les autres. Alors, on a la blessure de rejet qui est liée totalement avec la blessure d'injustice et la blessure d'abandon qui est liée directement à la blessure de trahison. La blessure d'humiliation est à part. Simplement, même si on a une blessure principale et une blessure secondaire, on porte un petit peu, parce qu'on a tous été un jour, exemple, moi je vais parler de moi, moi je porte la blessure de rejet en principal et blessure d'injustice en secondaire. Ok, mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, dans ma vie, je n'ai pas été trahie ou je n'ai pas été non plus dans la trahison et dans l'abandon.
Donc, je vais parfois ressentir un peu d'abandon. Je vais parfois avoir des attitudes et ressentir de la trahison. Mais ce ne sont pas ces deux blessures qui vont vraiment mener le moteur. Mhm. Les deux qui vont mener le bateau et tirer la personne par le bout du nez, ça va être la principale et la secondaire. Donc, en général, il faut déjà aller travailler sur la principale. De toute façon, en nettoyant et en travaillant sur la principale, on tombe sur la secondaire. Hein, elle se marie très bien. Par contre, de temps en temps, si on se sent trahi, c'est OK aussi. Ce n'est pas automatiquement une blessure qu'il faut aller soigner parce que c'est comment on dépasse l'événement qui fait que est-ce qu'on le porte franchement et qu'il faut aller faire un travail sur soi ou est-ce que non, là, j'ai été trahi, c'est un fait. Donc, c'est OK. Ça a répondu? Ouais, ça a répondu, ouais. J'attendais parce que je vois que Nathalie a ouvert son micro, donc je pense qu'elle a envie de parler aussi. Oui, alors moi je disais, enfin je pensais que j'ai la blessure de rejet, ça c'est un fait, aussi bien dans ma vie privée qu'en tant que thérapeute, mais ça m'arrange bien en fait. Moi je suis contente d'être comme ça, ok, le rejet, je ne vais pas chercher la clientèle, je m'efface un petit peu, mais c'est moi et puis j'ai pas envie de changer et puis ça me va bien. Je l'ai accepté en fait d'être comme ça. J'ai travaillé dessus forcément, hein, surtout dans ma vie privée, c'est mieux. Mais ça ne me dérange pas. Je cherche la solitude, j'aime les gens aussi, mais je suis très bien dans ma façon d'être, elle m'appartient, je suis comme ça. Et tu as raison, Sadia, de dire que du coup, on attire les gens qui sont un peu comme nous et du coup, bah, c'est OK. C'est OK. Mais par contre, là, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, mes deux blessures principales, je les porte. Mais tant qu'elles ne nous mettent pas dans la souffrance, Bien sûr. c'est lorsqu'on est amené dans la souffrance que là, il faut aller faire quelque chose. Après, ces blessures-là, là, je n'ai pas répertorié parce qu'on avait décidé de faire un atelier pas trop long. Je n'ai pas répertorié la facette positive de chaque blessure. Je veux dire, la blessure d'injustice, c'est OK, on va être perfectionniste, mais on va plus facilement lâcher prise, mais on va rechercher le beau, on va rechercher à bien faire son travail, sans être dans l'excès, en fait. Tout est une histoire d'équilibre, hein. Il y a les deux curseurs de chaque côté. Faut essayer de jongler. Et il y a des jours où on sera un peu là, des jours un peu là, mais on ne sera pas dans la souffrance. Moi, personnellement, j'aime aussi la solitude, j'aime les gens. C'est OK aussi parce que je le vis très bien et quand je suis avec les autres, je suis pleinement avec les autres. Et il faut apprendre à se connaître en fait pour sortir de cette souffrance et à tirer le meilleur de ce qu'on porte. Il ne faut pas chercher à être différent. Et comprendre à quel moment justement cette blessure envahit au niveau des émotions, te fait perdre un peu les pédales. Et là, tu dis, oh non, non, ok, c'est bon. C'est ça. Bien compris, tu es là, tu es ma blessure, ok, bah, on va faire en sorte qu'on s'arrange toutes les deux et puis que… C'est ça, de toute façon, tout ce qu'on vit depuis la conception, hein, c'est tout ce qu'on vit nous marque. Alors, quand vous coupez et que vous avez une cicatrice, vous ne demandez pas à ce que la cicatrice disparaisse. Elle est là, mais elle est guérie. Elle ne vous met plus en souffrance. C'est ça. C'est un rappel. C'est l'acceptation, en fait. Les blessures émotionnelles, c'est la même chose. C'est comment je fonctionne et comment ne pas tomber trop fort dans mes travers pour justement ne pas rentrer en souffrance. Parce qu'une blessure en rejet qui a besoin d'aller vers les autres, mais qui est à un tel point que c'est la boule au ventre qu'on va vers les autres. Et quand les autres nous disent bonjour, on dit « Ah, ça y est, il ne m'aime pas, oui, ça y est ». Là, ça devient morbide. Donc, c'est là qu'il faut aller travailler dessus. Mais si on s'accepte, on se connaît, qu'on a bossé dessus, qu'on se dit « Ouais, là, je suis OK pour aller voir des gens. Là, j'en ai assez, j'ai besoin d'être un peu seule. » C'est super OK. C'est même bénéfique. Ouais, ouais. Donc, c'est toujours ça, c'est le curseur. On peut se dire « Oui, j'ai telle blessure ou telle blessure, c'est OK. » Mais est-ce qu'elle te met dans la souffrance? Est-ce que le schéma de cette blessure t'amène sur des comportements qui t'amènent dans la souffrance? Si c'est Plus plus maintenant, à partir du moment où elles sont travaillées, où elles sont reconnues, elles sont acceptées, elles sont conscientisées, bah après, on vit avec forcément. Exactement, et on les améliore, je veux dire, on les peaufine et puis on les rend belles en plus, parce que c'est aussi l'expérience, la maturité, ça amène plein de belles choses. C'est pas tout négatif, ouais. Non, c'est bien. Intéressant. Merci Nathalie. De rien, Sadia.